en direct du Métropolis et en direct avec une légende absolue de la musique de Montréal, de la musique du rap mondial de manière générale. Je pense qu'il me faudrait à peu près une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes pour présenter la légende et l'honneur que nous avons de recevoir Imposs. Imposs, c'est écoutez, c'est le trademark, c'est-à-dire c'est vraiment ces gens qui font en sorte, avec quelques couplets, de graver le marbre de l'histoire rapologique. C'est un projet qui a transformé la musique ici. C'est des bars comme on en écrit et qui émeuvent à avoir le sang qui se glace quand on les écoute. C'est quelqu'un qui a poussé la culture à lui tout seul. C'est vraiment les titres de noblesse du rap. C'est un honneur infini de t'avoir avec nous. Merci infiniment Imposs d'être là, vraiment. Merci mon frère, c'est vraiment un honneur aussi d'être ici avec toi frère, avec Grunt, la plateforme, c'est tout ce que vous faites, les prises de position, toute la couverture que vous faites sur la culture, mais de cette manière, avec le vrai truc, tu vois. Non, c'est vraiment un honneur d'être là. Merci infiniment, merci infiniment. Nous, ce qui est génial, c'est qu'avec David, on a conscience du coup de la chance qu'on a de pouvoir parler avec quelqu'un comme toi, c'est-à-dire qu'on s'intéresse énormément à l'histoire de la musique ici, à Montréal, à l'histoire du rap ici, et du coup, on s'est dit autant avoir les gens qui maîtrisent le mieux le knowledge directement pour réussir à en parler. En fait, l'objectif de cette émission aujourd'hui, c'est de parler de ce qu'on a considéré être un peu comme un premier Golden Age, parce qu'on considère qu'il y a deux Golden Age dans cette musique, qui se passe du coup, on va dire, à partir du milieu des années 90 jusqu'au début des années 2000, et dont Mosaïon, ton groupe, est une des incarnations absolues. Toi, juste pour commencer en fait cette conversation, quel recul t'as aujourd'hui en étant aussi pour moi un journaliste, un passeur de cette culture, c'est-à-dire pour moi les grands OG du rap sont des gens qui continuent à passer la culture au fur et à mesure que ça avance. C'est quoi le recul que t'as sur cette époque quand Mosaïon se forme, quand vous commencez à rapper ensemble, est-ce que t'as une idée de l'impact que ça pourrait avoir? Aucune idée du tout, tu vois. En partant, nous, quand on a commencé, c'est parce que simplement, on ne se retrouvait pas dans la culture ici. Il n'y avait pas de hip-hop, il n'y avait rien. Et quand on faisait l'aller-retour, parce qu'on est les voisins de New York, on faisait l'aller-retour, on a la famille là-bas. Tout de suite, en voyant la culture, on s'est dit, c'est pas un truc qu'on fait, c'est nous, c'est carrément nous. Donc, on a commencé à ramener des mixtapes, on a commencé à ramener des trucs de New York à ici. Et puis la culture était déjà en vie, comme on parlait tout à l'heure, hors onde. Même dans les années 80, c'était déjà un truc qui était vraiment en effervescence, sauf qu'il n'y avait aucune couverture médiatique dans les médias traditionnels pour la culture. Donc nous, tout simplement, par besoin primaire d'exister. C'était juste un truc qu'on voulait parler, exister, et exister entre nous. Parce qu'on n'avait aucune idée que ça allait aller plus loin que le quartier. Donc, on est parti dans cette optique-là, avec cette approche-là. Et puis, dans le temps, le plus gros, je pense que la plus grosse différence que je peux remarquer, c'est l'Internet, parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Bien sûr. Donc, dans ce temps, pour être validé, fallait que tu sois dehors, fallait que tu sois dans la rue. Donc, je me rappelle de certains spectacles qu'on faisait où on arrivait carrément avec le tu vois, on était 150, 200, on arrive. Donc, fallait que ça se passe. Ça passait par là, ça passait par le truc très organique, par la rue, par des gens qui sont étouffés, qui ont ce besoin de parler, puis d'exister, quoi. Parce qu'en fait, ce que tu soulèves là, et c'est intéressant parce que à la fois dans le documentaire auquel tu participes, c'est ce que ça raconte, c'est l'absence totale de médiatisation de cette musique. Et en même temps, vous avez réussi, vous, avec ton groupe, à casser ces barrières-là. Et en fait, quelle a été justement cette stratégie un peu de hustle, de genre, on a notre réalité à raconter, et moi je me mets à votre place, et on a une réalité à raconter, mais elle mérite d'être entendue. Et en fait, c'est ça pour moi le rap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes un micro à quelqu'un, c'est-à-dire que tu amplifies une voix raconte quelque chose, et en fait, c'est votre réalité. Et en fait, c'est pour ça que moi, votre musique, je la trouve fascinante, c'est qu'elle raconte la réalité de ce que c'est qu'être quelqu'un de Montréal, en fait. Et voilà. Et est-ce qu'il y avait une stratégie, parce que quand tu dis on arrive avec le quartier, c'est comment est-ce que vous avez fait pour exister autant, pour que les gens pour imposer votre musique au monde, en fait? Je crois que comment ça s'est passé en ordre chronologique, c'est que il y avait toute une cohorte de rappeurs, de breakers, d'artistes qui étaient présents, qui étaient actifs dans les années 80. Ensuite, il y a eu un point vraiment spécial où Dubmatic ont percé. Les bons moments que nous passâmes ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont la force depuis décuple. Nous avions tant de choses en commun. Outre
entre les cours et la musique. Nous aimions le même type de femme, nous battions pour la réussite. Quand j'étais dans le besoin, tu sacrifiais tout pour moi. Si j'ai continué dans cette voie, c'est grâce à toi. Ton support m'était si précieux. Vieux, tu me répétais sans cesse, fais de ton mieux, si tu veux, tu peux. Ces quelques phrases résumaient clairement ton attachement. Ta place était parmi nous, mais le destin le prit autrement. Jusqu'à ce jour, je crois qu'ils ont peut-être le plus grand succès commercial qu'il y a eu. Donc, quand eux, ils ont ça a été un blueprint pour vous quand vous l'avez vu? C'était pas vraiment un blueprint, c'était juste que l'industrie a eu un choc. Ouais, ça existe et ça peut marcher, quoi. Il y a un truc qui se passe. Puis, je veux saluer DJ Choice aussi en particulier, parce que lui, c'est le pont. Hein. Il revenait, c'est le premier qui a perfectionné le son hip-hop. Il revenait de New York, puis il savait comment jouer avec il y avait les premières machines, les MPC et tout. Il a su faire des gros sons. C'était le scientifique dans son laboratoire, quoi. Et voilà, c'était le gars. Et il y avait déjà son groupe avec Chuck Ice dans les années 80. Et il a amené ce truc à Dubmatic. Une fois que Dubmatic a percé, disque platine et tout, un des plus gros succès même au Canada, pas seulement au Québec. Et puis là, l'industrie a dit, oh, il y a un truc qui se passe. Et nous, on était déjà chauds, tu vois. Donc l'industrie commençait à chercher des gens et en fait, vous étiez les gens les plus chauds de l'île à ce moment-là, quoi. Et voilà, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, mais il y avait beaucoup de groupes avant nous, je ne vais pas prendre le crédit. Le seul truc qui est particulier avec nous, c'est que c'était la première fois que le grand public entendait de la musique qui venait d'en bas, qui venait de la rue, qui venait de ce truc-là, tu vois. Dubmatic, avec tout le respect que j'ai pour eux et l'admiration, c'était beaucoup plus poli. Tandis que nous, c'était un rap de rue avec le jargon, c'était le mélange d'anglicisme dedans, parce que on est voisins des New-Yorkais, on a la famille là-bas. Donc à Montréal, c'est une plaque multiculturelle où tout le monde parle avec plein de langues, des mélanges et tout, le jargon. Donc nous, on rappe comme ça. Donc c'était la première fois que le grand public voyait ça, parce que... En fait, c'est la première fois que le grand public écoutait comme on parle dans la rue, quoi. Exactement. Et puis quand je dis la rue, c'est Montréal, hein, parce que la rue a toute une influence sur Montréal au complet. Bien sûr. Ouais. Bah bienvenue. Quelle chance incroyable. Quel honneur. Quel honneur de prendre le temps d'être avec nous. Ça va, quoi? Merci, ça va très très bien. Merci infiniment. Je suis obligé de faire une présentation au milieu de cette conversation, puisque là, la tablée devient une tablée encore plus légendaire qu'elle ne l'était déjà, parce qu'on arrive à avoir deux immenses artistes autour de cette table, autour de nos micros, et ça me fait un plaisir infini. Là, encore une fois, un rappeur qui a marqué de sa plume, de son écriture, de ses disques, l'histoire musicale de Montréal, l'histoire musicale du Québec, et encore une fois, l'histoire musicale du rap mondial, puisqu'on parle vraiment de gens qui ont laissé une trace discographique absolument légendaire. C'est un honneur absolument incroyable de t'avoir avec nous. Merci infiniment, sans pression, parce qu'on va en parler, mais vraiment ton œuvre, ta manière d'écrire a transformé la musique ici. Le côté sombre de Montréal, 514 Nom Saint, hostile, sauf quand le buzz est allumé. Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu. Le business illégal, c'est ça qui contrôle la rue, la violence, le sexe, la drogue et tout ça pour l'argent dans le territoire hostile. Tout s'achète et tout se vend. Hey yo, back in the days, y'a un black qui s'appelait Pat, qui pensait qu'il était fat, coup de bois et dealer de crack. Toujours les grosses marques, un jolet de la haute classe, et grâce à son sérieux de chill, pas trop d'obstacles. Là, on commence à parler de quelque chose qui était très important et qui vous concerne tous les deux. C'est dans votre rap, vous avez apporté quelque chose d'infiniment de la montréalité absolue, c'est la langue. C'est la manière de parler d'ici qui est unique et qui raconte l'histoire de cette ville, une histoire faite de migration, une histoire qui raconte l'histoire de la rue qui a longtemps été cachée par les médias mais qui était en fait la rue la plus créative et là où la musique la plus intéressante se faisait. Et en fait, c'est en écoutant vos disques que y a eu un attrait en disant mais il se passe ici quelque chose d'unique, parce que les gens qui rappent ici rappent de manière unique, parce qu'en rappant avec la langue de Montréal, alors ça ressemble à aucun rap nulle part ailleurs. Comment est-ce que toi, par exemple, SP, ça s'est passé, ce choix en fait de se dire je vais rapper comme je suis et pas rapper pour correspondre à quelque chose? Je vais donner une première anecdote, parce que c'est comme... Quand j'ai sorti le premier album, on était supposé de le sortir en France. Tiens bien le micro comme ça, on t'entendra bien. Le premier album, on était supposé de le sortir en France, tout ça. Ouais. Puis j'avais un meeting avec Passy. Ok, incroyable. C'était Passy qui allait me dire qu'est-ce que je devais faire pour que ça sorte en France. T'sais. Puis là, j'ai pris de l'avance sur l'histoire, là, mais comme je dis, l'album était sorti. Puis je m'assieds avec Passy, puis Passy il m'a regardé, puis comme il était pas méchant, là, c'est comme il m'a dit what's up. Il m'a dit première chose qu'il faut que tu changes, c'est ton accent.
C'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, les gens qui parlent comme ça en France, ils habitent dans les montagnes, là, puis ils traient les chèvres, là. Il dit, il faut que tu changes ça. Là, fait que pour moi, c'est sûr que la façon de parler, pour moi, c'est important, puis comme c'est en entendant quelqu'un le faire ici que je me suis dit c'est faisable. Parce que j'ai commencé en anglais en premier, mais comme lui, quand je suis rentré, il parlait de Dogmatic. Dogmatic, ça a été comme, pour moi, ça a été comme, ça m'a ouvert les yeux que ça peut se faire en français. Ensuite, des gars qui m'ont vraiment influencé de la France, ce serait MC Solar avec Gourou. Comme quoi ça doit passer justement par le biais de l'Amérique en disant il y a une Solar qui rappe avec Gourou, du coup mais ça c'est qu'est-ce qui m'a fait aller vers le français. Mais comme c'est sûr que notre manière de s'exprimer dans la musique c'est important. Tu sais, comme quand tu écoutes du East Side, c'est du East, du West Side. Tout le monde a leur, même en France aussi, les Marseillais parlent d'une manière. Bien sûr. Puis on n'avait pas ça ici. On avait beaucoup d'exemples de la France. Tu sais, fait que beaucoup de Québécois ici, comme on n'avait pas d'identité. Fait que moi, quand j'ai entendu KCLMNOP, puis il y a des groupes comme MRF comme ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que quand j'ai commencé, j'ai été naturel. J'ai pas essayé de le faire plus à l'américaine ou à la française ou whatever. J'ai juste été comme... La naïveté a créé cet album-là. Comme on n'a pas été vraiment... On savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. L'industrie était jeune. Notre maison de disques était jeune. Toute personne, on n'avait aucune idée que ça allait avoir l'impact que ça a eu. Mais c'est ça, comment ça s'est fait naturellement. C'était le choix de t'exprimer comme tu devais t'exprimer. En fait. Voilà, c'est ce mais j'ai quand même eu un doute, comme j'étais pas sûr, mais comme j'aimais ce que ça donnait, mais comme c'était tellement comme, on dirait comme au Québec, on avait comme je dirais pas un complexe d'infériorité ou whatever, comme il faut faire comme. Mais une fois que c'est parti, c'est parti. C'est justement, faut jamais changer son accent, c'est en étant soi-même qu'on va encore plus loin. C'est juste que ça a jamais été fait avant, c'est-à-dire que tout le rap que tu as entendu jusque-là, il ressemble pas à ça. Donc en fait, tu te dis, en fait, c'est même pas, il y a personne qui l'a fait. Mais c'est important ça, parce que t'as toujours deux choix. T'as toujours le choix de soit venir manger ce qu'il y a sur la table ou emmener quelque chose sur la table. Tout ce qu'on a, c'est notre identité. Tu vois, t'as rien d'autre. Ton unicité, c'est ton identité. Il y a rien d'autre. Puis si ça prenait ce cran-là, un gros truc aussi, c'est l'influence de la communauté haïtienne ici au Québec. Est énorme en partant de l'Est, tu vois. Et puis ça, c'est des trucs dans nos albums respectifs qu'on a vraiment amenés, là. Avec des gens comme Yvon Crevé, etc., qui avaient aussi cette espèce... Et c'est ça, en fait, Avec T-Kid, avec SP, nous, notre bord, c'était ça aussi, le créole et tout. Ça fait partie de la langue québécoise. Et en fait, on avait une anecdote qui nous a été racontée justement hier, qui était incroyable. C'est dit, les gens, quand on a vu l'impact de vos disques, on a vu l'impact de vos carrières quand des gens en région qui avaient rien à voir avec ça et qui étaient vraiment les petits blancs dans un skatepark commençaient à utiliser justement du cri en mode on utilise du slang parce que ça nous rend cool et ça en fait ça montre le pouvoir infini qu'a cette musique. Et donc en fait c'est justement le rayonnement est venu du fait que vous avez dit on va pas transiger, on va être exactement ce que nous sommes et on va vous mettre dans la gueule ce que nous sommes. Et en fait je pense que c'est ce choix là qui a été le choix majeur artistique que vous avez fait. Jusqu'à ce jour je crois que c'est ma plus grande fierté. Parce que l'éducation, si tu regardais seulement ce qui se passait, tout ce qui était documenté par rapport à nos quartiers, c'était toujours négatif. Nous, on est les premiers albums qui ont vu le jour et qui ont fait le pont entre le grand public et les quartiers, c'est nos albums. Ce pont, on n'est pas les premiers, là. On va pas prendre, mais le pont qui s'est fait. Donc, les gens ont été éduqués aussi en même temps, d'essayer de comprendre qui on est, juste le fait qu'on n'est pas juste des barbares, des sauvages, juste comprendre comment on parle, comment ça se fait. Et les gens sont imprégnés ça. Donc, c'est un peu faire l'histoire. Quelque sorte. Moi, ce que je trouve très beau dans ce que tu racontes là, et là je m'adresse vraiment aux deux MC et aux rappeurs que vous êtes, c'est qu'en fait, ces questions-là de la représentation, qui visiblement me paraît être un enjeu médiatique très important au Québec, c'est-à-dire qu'en fait, pour des générations entières de gens issus de l'immigration, vous avez potentiellement été les premiers aussi rôle modèles de genre, grâce à eux, on s'identifie à quelqu'un. Et ça, en fait, c'est dingue parce que c'est le rap qui a eu le rôle que les médias ne voulaient pas avoir. C'est-à-dire que c'est par l'art qu'en fait, vous êtes devenus des inspirations pour des gens. C'est vrai que le monde se reconnaissait dans notre musique parce que moi, personnellement,
on parle de l'accent, façon de parler, tellement que comme moi, cet album est sorti en 99, puis même en 2002, il y a du monde qui savait pas que j'étais noir encore. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc ça sur la question de l'image par exemple, c'est très important, c'est-à-dire que justement c'est le fait, c'est le son. Puis ils se sont reconnus, puis ils ont aimé ça, puis ils ont vu que j'étais noir plus tard. Mais c'est ça qui est intéressant parce que on représentait comme tous les accents qui existent au Québec entre nos deux albums. Parce que S, lui, il est vraiment joual. Quand il parle, c'est rap joual. Franco-kick, c'était ça son truc. Parce que nous, on a un accent plus Montréal-Est, avec plus créole un peu, tu vois. Donc, t'écoutes les deux albums, t'as tout ce que tu vas recevoir à Montréal. C'est la cartographie. Voilà, la cartographie rap de toute la ville, quoi. Puis je rappais en anglais quand j'habitais dans l'Ouest. Puis c'était plus jamaïcain, italien. Puis c'est quand je suis déménagé sur la rive sud que j'ai commencé à chill avec des francophones. Puis comme... Parce que c'est vraiment là. Mais ce qui est très intéressant, ce que vous racontez de l'époque, c'est que du coup la ville était quand même peut-être plus morcelée qu'elle l'est aujourd'hui. Où y avait les quartiers vraiment signifiaient énormément de choses de l'endroit où on vient. C'est-à-dire où est-ce qu'on grandit raconte exactement notre réalité. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et peut-être évidemment avec Internet, en effet, il y a eu quelque chose qui s'est passé de davantage de métissage, de mélange. Absolument. Alors qu'à l'époque, vraiment, vous étiez cantonné. Moi, je trouve qu'on ne dit pas assez souvent que comment l'hip-hop a aidé comme tu vois, mettons les problèmes de racisme puis des choses comme ça, comme je trouve qu'on le dit pas assez souvent, mais l'hip-hop a fait beaucoup pour unir les jeunes de quartier ou whatever de différentes cultures. Comme avant, c'était, tu sais, des fois mes enfants me parlent de racisme aujourd'hui, mais comme nous quand on était jeunes, c'était complètement un autre délire, tu sais. Puis je trouve que l'hip-hop a fait beaucoup pour rassembler les communautés, peu importe. Bah ouais, parce qu'il y a un truc d'identification d'une génération entière qui a en fait envie d'écouter ça, et les plus grands représentants sont justement des gens qui sont issus de l'immigration et qui sont racisés en fait. Et du coup tes rôles modèles sont des gens, c'est ce que tu viens de raconter sur l'anecdote, des gens ont découvert que j'étais noir. Mais du coup en le découvrant ils se disent bah mince, mon idole est noir, bah tiens, ça te fera avancer dans la vie. tu vois, je suis tellement d'accord avec ce que S dit parce que nous on l'a vraiment vécu. Tu vois, notre plus gros titre, il disait « La vie n'est pas facile, c'est pour ça nous rassembler, c'est pour ça qu'on se rassemble. » Tu vois, on chantait en créole et puis le Québec au complet, c'est devenu un hymne national ici au Québec. On le chante avec la main sur le cœur. Exactement, avec la casquette sur le cœur. et puis c'était ça l'approche, de dire que, écoute, oui, on vient d'où on vient des quartiers, mais on parle à tout le monde. Cette musique-là n'est pas seulement exclusive à un quartier ou exclusive à une race. C'est à tout le monde, c'est à tous ceux qui peuvent se retrouver dans le truc. Mais c'est bon qu'on avait cette force-là. C'est bon qu'on avait cette force-là de le faire parce que, comme souvent, je parle à des jeunes street puis je leur dis, yo, quand tu fais ta musique, pense plus loin que ton nez, là. Pense plus loin que ton quartier. Tu sais, il y a des jeunes qui pensent juste à leur quartier, mon quartier qui se passe autour de eux. Je pense à ce qui se passe en Irak, pense à ce qui se passe en Haïti, pense à tes enfants, mais il y en a qui pensent même pas à leurs enfants, ils pensent juste à eux, là, puis leurs poches. Ça va toujours être la perspective des gars de la rue avec une vision sur le monde. Man. C'est toujours ça. Une fois que tu t'adresses à tout le monde, c'est pas pareil. L'échange, la dynamique est pas pareil. Et le reach est plus, oui, t'as plus de reach aussi, là, comme on avait des opinions sur tout, bro. Le premier album, on avait des opinions sur tout. On envoyait promener tout le monde. Même on me traitait de complotiste des fois, parce que j'allais loin, là. Et comment il se passe les concerts à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on parle de concerts où il y a d'immenses succès, il y a beaucoup de gens. C'est comment déjà, en fait, en 98, 99, les concerts, les salles C'était fou, c'était énorme. C'est ça que les gens, ils savent pas à quel point c'était déjà développé, tu vois. Comme on parlait en ondes, je disais à Jean Morel, c'est fou. Des fois, le quartier au complet venait avec nous dans les concerts. Dans ce temps-là, il y avait en particulier le Too Hot to Handle. Ouais, c'est ça, des talent shows, même pas juste un talent show, des artistes locaux, 800 personnes, 1000 personnes, comme. C'est chaud, là. Vous avez commencé un talent show, non? Sans pression, c'est pas un nom de talent show? Talent show, ça. Ouais, c'est ça. Yeah, man. Nous aussi, c'est comme ça qu'on s'est connus, bro. C'est ce qu'on raconte là, c'est aussi une autre école fondamentalement du rap. C'est-à-dire que moi, je pense que les succès que vous avez connus respectivement sont aussi des succès qui sont construits à la force justement de la sueur. Dès qu'il y a un
un micro ouvert, on va le prendre. En fait, les opportunités étaient tellement rares que les gens qui étaient les Tu plus... pensais 2 fois avant de prendre le micro. Là. Ouais, quand même. Je pense que l'ambiance de tu te cachais pas, man, mais tu pensais 2 fois parce que comme... La pression devait être absolument énorme. Mais c'est ça que je me dis, c'est que la pression que vous avez ressentie dans ces moments-là, au moment où ça s'est converti en disant ok, tu peux aller en studio, ok, on enregistre, je pense qu'il y avait une détermination qui était une détermination de cette opportunité. De toute façon, on va la prendre, on va la briser en deux en fait. Et je pense que c'était pas le même rapport à la facilité d'aujourd'hui, il suffit de faire une vidéo, etc. Moi, la musique, c'était comme, c'est ça où je pense, comme, pour moi, c'était comme, j'ai vraiment, la musique, c'était un ou l'autre. C'est comme, ça a sauvé ma vie. Là. C'est comme, Ouais, mais c'est un gros point, ça, vraiment, parce qu'il y a tout le truc de... Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Tu vois? Ouais. Donc, on va... De là vient le battle rap, de là vient le battle rapping et tout. Donc, je dois être le meilleur. Donc, tout le monde pensait comme ça. Et puis, quand on parle de spectacle, les shows se faisaient vraiment dehors aussi. Il y avait les cyphers. Et puis, les cyphers, bro, dans tous les quartiers, dans tous les spectacles, c'était les gens se rassemblaient, gros cercle. Tu peux avoir 500 personnes, puis là, tu es le seul, tu prends le micro, puis si tu fais pas quelque chose qui fait du sens, c'est dans la rue que ça se passe. Ouais, donc il y avait quand même un esprit de... Vous avez grandi dans un esprit de compétition qui était winner takes all, quoi. Il y avait quand même un truc... Il y a encore les jeunes aujourd'hui ont encore l'esprit de compétition, mais c'est différent. Moi j'ai appris à accepter les changements, tu sais. Dans mon époque, c'était d'une manière, aujourd'hui, c'est d'une autre manière. It is what it is. Le vibe est là. Mais comme, c'est ça, tu vois. Et cette culture, ça c'est une question que je me posais, parce que quand on préparait l'émission avec David, on a vu justement, il y a quand même une culture très montréalaise, très québécoise. Le battle rap a vraiment eu en effet un rôle extrêmement important ici, pour plusieurs générations, en plus votre génération à vous, mais aussi la génération du début des années 2010 avec les Word Up, ça a été un truc qui a été un gros impact. Comment vous expliquez justement cette culture du battle rap ici? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante à Montréal? Moi, je pense que c'est un peu comme ta plateforme. C'est les premiers qui s'intéressaient. Okay. C'est les premiers qui s'intéressaient aux vrais trucs, aux skills, aux talents. Aux bars, aux flows. C'est ça. Vrai. Donc, c'est tout de suite, il y a une connectivité, il y a la connexion qui se fait entre ici et puis tous les territoires qui ont le battle rap aussi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, là, la nouvelle se propage. Tout se propage, ça se propage plus facilement. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui enregistre et qui filme, il faut y être en fait. C'est ça. Donc en fait, c'est limite, je pense qu'il y a des gens qui sont devenus des battle MC parce qu'en fait, c'était le seul moyen pour eux de se faire entendre. Exactement ça. C'est une autre plateforme pour se faire connaître. C'est parce qu'il y a une couple de gars qui sont sortis des Word Up Battle qui sont devenus des artistes quand même. Très reconnus. Fouki, t'es pas là-dedans? Ça se peut, Fouki. Je sais que Joe Roca, Loud, tous les gars. Loud était là, you know. C'est un bon sport. Au moins, tu sais ce que tu vaux, ouais. Il y a un truc. C'est comme le Apollo à New York. Et vas-y, mon David. Oui, en fait, je me demandais aussi est-ce qu'il y a un lien avec cette génération en fait post-2010 aussi, de se dire en fait on a envie de se connecter avec les OG, on a envie de rapper avec eux, on a envie de fitter avec eux. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore vivace aujourd'hui, enfin des envies de connexion, même des connexions qui se font? Moi, absolument. J'ai connecté avec presque toutes les générations. J'ai connecté avec toutes les générations depuis mes débuts, puis je vais continuer à le faire comme ça parce que il y a de l'évolution dans tout. C'est fou de dire, ouais, à mon époque, c'était ça. Faut que ça reste comme ça et tout. Il faut que tu gardes le bon et puis que tu respectes l'évolution puis que tu projettes dans l'évolution. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui sont beaucoup mieux que dans le temps. Il y a des trucs de base, de fondation qu'on a gardé puis qu'on emmène avec nous. Mais on n'essaye pas de dire qu'une époque est mieux qu'une autre. Et puis après, je pense quand même, mais peut-être que vous en rendez pas compte, mais je pense que pour un rappeur qui rappe et qui commence à rapper, etc., le fait de mettre un de vos blazes sur un de leurs morceaux, c'est un stamp qui veut dire quelque chose quand même aussi. C'est genre, bon les gars, désolé, mais on a été validés, tu vois. Il y a quand même un truc de legacy qui est dans toutes les traces rapologiques. Quand tu vas chercher un grand nom et qu'il associe son blaze à toi, ça veut dire que, ok, je suis un jeune, mais qui a le crédit des anciens, ça veut dire quelque chose quand même. Moi, si je vois un jeune qui travaille, puis comme qui est actif, que je file ses trucs, puis comme puis il y a moyen de faire un truc, il y a moyen de faire des trucs, c'est comme. En arrière-scène, frère, on fait qu'avoir des meetings, puis je leur donne tout le knowledge que j'ai. Tout ce que je sais sur l'industrie, tout ce que je comprends de comment aller un peu plus loin, comment percer, tout ce que je vois de bien en eux.
tous. Si tu leur parles un après l'autre, ils vont te le dire. Yeah, puis même eux nous donnent du knowledge, là. C'est, mais oui, C'est comme si c'était pas pour... Là, c'est pas un artiste, mais ça serait pas pour mes enfants. Je serais pas sur plein de réseaux sociaux. Je serais même pas connecté là-dessus. Là. C'est comme, je le fais parce que c'est comme ça aujourd'hui. C'est comme, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Il faut que tu aies du monde là-dessus. Fait que c'est comme... Mais moi, c'est pas mon délire, là, mais c'est rendu... C'est quasiment santé mentale, ce truc-là. Ouais, je comprends très bien. C'est comme... Question purement artistique, puisque je reviens à cette question de la langue qu'on a évoquée et la manière dont... En fait, moi, là, vraiment, on va rentrer purement écriture technique de rap. Qu'est-ce que ça vous a permis en termes d'écriture, de flow, de patterns, de placement, de pouvoir justement switcher de langue? C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a une manière dont vous utilisez le français que je trouve élastique. C'est-à-dire que vous avez cette capacité à faire en sorte qu'on entend moins les consonnes. Il y a un truc quand même avec le rap français, par exemple, qui est très aride, très dental, qui tape un peu sec. Vous, dans votre manière de développer vos flows, il y a un truc mâché qui fait que je trouve que ça glisse. En fait, mais ce truc un peu... Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous a aidé à inventer des patterns? Ça, c'est fort. Là, tu l'as analysé, mais comme quand tu le fais naturel, puis que c'est comme ça que ça sort, répète encore parce que j'ai mal compris. Moi, je vais te dire, je rappais en anglais aussi comme S au début, puis quand il y avait Solar, gros respect à Solar qui est un pote à nous aussi, puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit ok, on peut rapper en français, mais c'était un défi pour moi d'amener ce côté-là de qui on est, Montréal, un côté plus américain à la langue française, qui est une langue littéraire. C'était un challenge. Et on est rentré avec tous les flows et le placement de mots et de la manière qu'on parle. C'était un truc qu'on voulait amener sur la table. C'était un truc qu'on voulait... J'étais très conscient quand je le faisais. Là, je te parle de 97. Ouais. Donc ça, tu savais déjà que tu avais un truc où tu... C'est un truc que je voulais amener. Ouais. Que ce soit différent. On se dit, OK, nous, c'est ça, ce truc identitaire. Okay. Moi, j'étais dans le même délire que, c'est comme, j'étais pas sûr de comment amener le truc. Mais honnêtement, tu vois, ça faisait tellement longtemps que je rappais en anglais. C'est comme juste en faisant un show, là, en faisant une performance en français, la minute que j'ai dit 2 phrases en français, là, 2 phrases, là, c'était comme... Je me rappelle pas du punchline, c'était ta-ta-ta-tac, ta-ta-ta-ta-tac. C'était comme... Et c'est fini. It's over, man. Ouais. Puis ça m'a dit, OK. Comme ils m'ont vraiment... Parce que j'avais l'impression que personne m'entendait en anglais. Comme ici, des fois... Puis là, j'habitais, ça arrive... Quand j'habitais dans l'Ouest, on m'entendait un peu, mais comme... Même là. Mais quand j'ai vu que vraiment le monde... Ils m'ont entendu, là, comme j'ai dit quelque chose, puis... Ils ont réagi, là. Vraiment. Ouais, puis c'est une langue difficile à dompter en fait dans la question du rythme. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement plus facile de rapper. Enfin, pour moi ça me paraît tellement facile de rapper en anglais parce que il suffit juste, tu vois, de vraiment une musicalité naturelle dans la langue, c'est ça. En fait. Alors que le français c'est super dur et en même temps je pense que pour des rimeurs comme vous, quand tu commences à maîtriser l'outil, tu te rends compte que la technique que tu peux mettre dans la rime va encore beaucoup plus loin. Et moi je pense qu'il y a un truc qui vous unit un peu tous les deux, c'est que vous aimez trop ça en fait. Vous êtes un peu des scientifiques quand même, donc il y a un truc où si j'arrive à faire rentrer ces mots les uns avec les autres, je vais avoir un truc qui va marquer encore plus, quoi. Peut-être. Bien vu. C'est exactement ça, frère. Mais t'as raison, parce que, encore, le français, c'est une langue littéraire. Quand tu regardes l'anglais, c'est dans la phonétique, c'est une langue de jargon. Donc, c'est beaucoup plus facile de rapper comme ça. Tandis que en France aussi, les grands rappeurs, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de prendre cette langue littéraire et mettre la dessus. Bien sûr. Et puis parler comme on parle dehors dans la rue, puis ça donne quelque chose d'intéressant dans la couleur, dans comme tu dis, l'élasticité du flow, les mots et tout. Pour moi, il y a les révolutions qui sont passées, c'est justement, tu vois, quand les X-Men arrivent, quand les Sages-Pots arrivent et qui tout d'un coup disent, tu prends ce truc-là, tu dis, ah mais regarde comme ils arrivent à faire rebondir. Et en fait, ils en ont fait un instrument en fait, d'une langue qui était pas censée être phrasée de cette manière, c'est une manière très saccadée comme ça. C'est même tricher un peu. Des fois, tu mets pas les accents toniques aux bonnes places. Ça le fait. Et les diphtongues, tu t'arrêtes évidemment. Mais même les plus grands maintenant qui sont hors de hip-hop, qui sont partis du hip-hop comme les Games et tout, ils le font encore, même sur des chansons beaucoup plus populaires. Une fois que tu as appris cette méthode d'écriture, c'est un solfège en fait. Donc elle reviendra naturellement. C'est quand tu
lisait une partition en fait. Ouais. Je trouve aussi qu'utiliser le jargon, le slang et tout, ça permet de marquer aussi les morceaux dans le temps en fait, parce que tu te rends compte qu'en fait tu utilises des expressions qui étaient en vogue à ce moment-là, et en fait au bout d'un moment elles vont disparaître, peut-être des rues, des trucs comme ça, mais en fait quand tu réécoutes des morceaux qui ont été écrits il y a 10 ans, bah, tu te retrouves des expressions et tu dis ah mais c'est vrai qu'à l'époque on parlait comme ça, on disait ça, mais si tu les utilises pas, en fait tu sors ta musique d'une forme de temporalité en fait. Ouais, sur nos 2 premiers albums, il y a tellement d'expressions que c'était la première fois que le monde entendait sur une chanson, mais qui entendait tous les jours dans la rue, tu sais. Ça aussi, là, ça a fait que le monde a tout de suite. Et vous avez senti du coup un avant et un après vos disques dans la manière dont justement les médias ont commencé à traiter votre musique. Est-ce que vous avez vu, vous avez ressenti, et si je reviens un peu à la première question que je posais, un impact du coup au moins, et j'imagine pour des gens qui sont des artistes, un impact un peu au moins sur la société, sur le fait qu'il y a eu des conséquences à ces disques-là dans la manière dont... Alors moi je me pose la question parce que des rappeurs comme vous, il y a aussi un phénomène médiatique à chaque fois, c'est que bon bah très bien, on a trouvé un porte-parole pour quelque chose, du coup on va les inviter en plateau et on va leur demander de parler souvent de tout sauf de leur propre musique. Ouais, je m'énervais récemment à la radio. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Est-ce que du coup vous avez au moins senti que le pouvoir artistique de genre, est-ce que analyser d'abord ce que je fais avant de me parler de moi, de me demander d'analyser ce que je suis censé être en fait. Merci de poser ces questions-là, frérot, parce que c'est important de les soulever, ces trucs-là. Oui, là, tout simplement parce que c'est toujours les affaires, comme on disait tout à l'heure, puis c'est une affaire d'offre et de demande. C'est juste que quand nos albums sont sortis, ils ne pouvaient plus nous ignorer. Il fallait que... On est là. On est là maintenant, enfin, on doit les inviter. Quand ils nous invitaient, c'était pas pour parler de nos œuvres, c'était pour nous victimiser un peu. Bien sûr. Et dire ça va mal, ben on va aller appeler les rappeurs, ça va mal. Tu vois, c'est ça. Ça va mal dans les quartiers. Vous êtes censés être les porte-parole de tout. Parle-moi de mes œuvres. Ouais. Parce que mes perspectives sont beaucoup plus grandes que mon quartier. Ça part du quartier, mais c'est une vue sur le monde entier. Et à la rigueur, c'est toi qui es le seul autorisé à dire regardez, j'en ai parlé dans mes œuvres, donc justement, Voilà, on peut en parler, mais parle de mes œuvres avant. Donc souvent, on a eu par force, on a dû prendre position. Donc c'est des trucs qu'on allait faire quand même, mais ils nous invitaient pour ça. Le truc devenait politisé avant même qu'on veuille le faire. Donc, mais c'est encore ça aujourd'hui. Hein. Yeah. Sauf que, moi, je sens qu'on a ouvert des portes. Je sens qu'il y a eu un impact quand même. Notre musique, moi, jusqu'à aujourd'hui, le monde me le dit que comme je veux pas comme... Mais ils disent que comme ma musique les a aidés dans leur vie. Puis je parle de mes premiers albums surtout. Tu sais, fait que, je pense que nos premiers albums ont vraiment comme... montrer qu'il y avait de quoi faire avec le hip-hop au Québec. Puis, si tu regardes tous les artistes d'aujourd'hui, ils vont vous le dire, tu sais, comme nous autres, quand on était jeunes, on écoutait du Mosaïen puis du Sans Pression. Tu sais, fait que, mission accomplie. Man. Et puis surtout, je trouve que vous avez réussi quelque chose de très impressionnant à l'échelle, justement, on va dire, d'une scène et d'un mouvement rap-keb, qui est que j'ai l'impression que, en tout cas, après vous, il y a eu un élément déclencheur de toute une nouvelle génération de MC qui se revendiquait de vous. C'est-à-dire que autant on évoquait par exemple, tu vois, la cassure qu'il y a eu entre les années 80 et les années 90, autant j'ai eu l'impression qu'entre les années 90 et jusque dans les années 2000, les années 2010, tout d'un coup les autres MC avait pour être légitime, il fallait connaître son histoire. Et du coup, comme vous étiez vraiment les lettres de noblesse de cette histoire, il y a eu des nouvelles générations de rappeurs qui revendiquaient en disant mais moi je m'inscris dans ce qui a été écrit par mes pairs. Et est-ce que vous avez eu ce sentiment-là que du coup, grâce à vous, il y avait une vraie histoire du rap keb qui commençait à s'écrire et qui commençait à être documentée en fait? Mais il n'y avait pas le choix de le documenter. On avait quand même un impact là, comme que ça soit comme sur comme quand je parle de les vêtements ou n'importe quoi, tout le business, on faisait rouler la business au Québec là. Comme il y a des compagnies qui sont devenues qui ont fait des millions avec l'hip-hop à l'époque parce que même eux savaient pas que en mettant un morceau de linge sur Mosaïen ou sur Sans Pression que leur vente allait comme exploser, tu sais. Nous autres non plus, on savait pas, tu sais. Fait que tout le monde ils ont pris conscience de ça puis que ça fait vraiment que ça a donné confiance aux jeunes que peut-être que je peux avoir une carrière, je peux faire ça, quoi. C'est là où je parle de... C'est pour moi que c'est ça où c'est un blueprint. En fait, vous avez donné un mode d'emploi. Vous avez donné un mode d'emploi rapologique. Parce que même nous, on n'avait pas si confiance que ça. On savait qu'il y avait de quoi, mais vous testiez, en fait. Comme tu as dit tantôt, les points de repère, là, ils étaient comme...
Il était où? Il n'y avait pas de point de repère. Là. Ouais, on défrichait, frérot. Puis les gens, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup d'MC après, de rappeurs qui ont dit ah, c'est comme ça, qu'on fait. On peut le faire, on peut rapper comme on parle. C'est possible, quoi. À partir de là, il y a plein de rappeurs qui sont sortis puis qui étaient dans les deux écoles de pensée, soit Mazaïn ou Sans Pression, tu vois. Gros respect à Rain Man aussi. Tu vois, puis ça, c'est tout de suite, il y a eu un truc identitaire. Puis encore, ça, c'est sans rien retirer à tous les rappeurs qui ont pavé le chemin pour nous. C'est juste que le premier pont entre encore le grand public et le rap de la rue et le rap qui se parle, le parler montréalais, c'était la première fois que ça se passait comme ça. Et partout au Québec, les rappeurs se sont dit, OK, ça c'est nous maintenant. On peut le faire de cette manière-là. Tu vois. Et vas-y, mon David. Bah, je me dis, on arrive aussi aux années 2000, en fait. Qu'est-ce qui se passe aussi, en fait, au début des années 2000 pour vous? Parce que, bon, là, on parle de ce premier âge d'or, donc on va dire milieu des années 90, début des années 2000, en fait. Il y a un moment aussi où, on en parlait hier avec Carlos, BMG, par exemple, quitte Montréal, quoi. Il y a les majors qui s'en vont, en fait. On sent qu'il y a quand même un truc où il n'y a pas des signes forcément positifs, en fait, qui arrivent pour l'avenir du rap keb à ce moment-là. Ouais. Comment vous le vivez, en fait, ce moment? C'est quoi les signes aussi que vous repérez où vous disiez, ah, là... l'avenir devient un petit peu incertain à ce moment-là aussi. Ouais. Ah, mais tu sais, il faut tout dans le rap pour que ça perce. Même aujourd'hui, ils vont te dire, les jeunes, ça te prend les views, ça te prend ci, ça prend tout. Tu ne peux pas avoir juste un truc. Donc, nous, même s'il y avait les maisons de disques qui faisaient l'effort, puis maintenant ils s'intéressaient, c'est encore très nouveau pour l'industrie. Donc, on n'avait pas tout, on n'avait pas cette couverture-là médiatique, on n'avait pas les trucs. Donc c'était pas facile de percer. Et encore moins pour d'autres qui étaient moins chanceux que nous. Parce que nous, on a eu cet impact-là en sortant, mais après, c'est quoi la continuité, c'est quoi le follow-up? Si tout le monde n'est pas ouvert à ce truc-là, comme ça l'est aujourd'hui, comme on peut voir que les festivals, c'est devenu du hip-hop, c'est... Bah maintenant c'est l'inverse. C'est que si maintenant tu veux faire de l'argent, t'es obligé de passer par le rap. Oui, donc dans ce temps-là, ils étaient encore fermés. Et puis ici, vu que c'est une petite province et que c'est un micro-marché, ben, ils se disaient, ben, c'est un truc identitaire. Notre identité ne va pas passer par le hip-hop, ça va passer par la musique folk, la musique, quelque chose de complètement différent de ce que nous on faisait. Donc nous, on continuait à exister, mais... Comme ils disent à tâtons, on n'avait pas la plateforme qu'on avait besoin pour pouvoir continuer le truc. Et c'est justement là où, pour moi, il y a eu quelque chose d'assez activiste qui s'est passé, et c'est ce que tu continues à faire, par exemple, un poste, etc. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'il y a des opportunités de dire, bon là, on peut réussir à appuyer le savoir. Et c'est pour ça que vous avez aussi, moi, je suis très honoré que vous soyez là, d'ailleurs, pour répondre à une invitation comme celle-là. C'est que on sent que ça part aussi d'une démarche de, il faut que ce legacy il continue à exister. Exact. Et ça implique en plus une autre question, qui est une question géographique que je trouve intéressante, c'est que la réalité que vous avez racontée dans vos textes, elle est quand même... Maintenant, on parle de glocalité, c'est-à-dire ce truc un peu global mais local aussi. Et en fait, vous avez rendu votre localité très précise, entendue. Et moi, c'est là où je découvre évidemment le Québec avec chaque chose, mais je me dis, quand on va en Gaspésie, on est à des années-lumière de votre réalité. Et pourtant, il y a quand même des gens qui ont écouté ces disques-là. Ouais. Ça, pour le coup, est-ce que vous avez... est-ce que c'était, tu vois, ce truc du micro, est-ce que c'est une responsabilité, vous avez pris conscience de cette responsabilité que vous aviez, du coup, de parler pour les gens autour de vous? Moi, cette responsabilité, je l'ai toujours pris. À cause de mes fans, à cause de ce que mes fans me disent, à cause de mes enfants aussi. J'aime ça que mes enfants puissent écouter ma musique comme j'ai aucun stress. J'avoue que des fois, je peux délirer puis comme faire certains trucs. Mais comme moi, on a une responsabilité. Puis je le dis aux jeunes aujourd'hui aussi. Mais comme moi, je pense que t'as une plateforme, il y a du monde qui t'écoute. Puis comme avoir une responsabilité avec le mic, pour moi, ça m'a ouvert des portes plus que d'autres choses. Comme des fois, j'étais invité à des places que le monde, même mes potes, sont comme, qu'est-ce que tu fais là, man? Pour ajouter ce qui est intéressant aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec la période morte un peu avec l'industrie ici au Québec, je pense le hip-hop est la culture la plus influente au monde. Ici, on parle des années environ 2007 jusqu'à peut-être 2015-16. Où est-ce qu'on était en période morte, où est-ce que l'industrie a fermé les portes et tout, c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Parce que ceux qui sont restés... Ils ont appris à faire tout bien. Voilà. C'est entrepreneurs par force. C'est 7e ciel, voilà, c'est ces gens-là qui ont tout changé. C'est 7e ciel, c'est tout ça. Et puis
les entrepreneurs et les artistes ont continué par pure passion. Et ça s'entend aussi. C'était pas juste un truc de commerce. On va en parler après justement avec Steve qui va nous rejoindre dans cette émission. Juste avant qu'on ouvre justement ce volet qui me paraîtrait intéressant, je voulais juste évoquer un dernier point avec vous qui me passionne de cette époque justement discographique dont on parle. C'est que moi c'est aussi le rapport, et on doit beaucoup parler de Montréal notamment pour le beatmaking, parce que c'est un endroit où il y a une incroyable richesse de composition. Et en fait on raconte quelque chose. Moi je pense que votre époque raconte quelque chose, c'est que aujourd'hui maintenant très vite tu peux trouver un beat sur internet, tu peux envoyer un mail, etc. Mais vous venez d'une génération musicale où il fallait trouver ton beatmaker, et en gros il devait pas être très loin de chez toi. C'est-à-dire qu'en gros quand tu grandis dans un quartier, il devait y avoir un seul ou deux mecs qui faisaient des prods, qui avaient réussi à s'acheter les machines qui vont avec, la MPC, etc. Et en fait c'était eux les plaques tournantes de tout. Comment ça s'est passé, les connexions avec ceux qui vous ont permis de trouver des beats de qualité aussi? Moi c'était avec mon grand frère, tu vois, j'emmerdais mon grand frère, et des fois mon grand frère, il rappait, il était plus vieux, puis des fois, je trouvais ses cassettes avec des instrus. Tu les piquais? Je l'emmerdais, il connaissait Stratège, là. Je l'emmerdais, là. Mon grand frère, il allait voir Stratège, je dis, yo, donne un beat à mon petit frère, man, yo, pour vrai, là. C'est comme s'il te volait tes jouets, mais il te volait tes prods, quoi. Fait que là, il m'a présenté à Stratège. J'ai su où est-ce qu'il habitait. Yeah, mais il m'a présenté à Strat, je savais où est-ce qu'il habitait. J'étais chez lui, man, puis comme ça. Mais comme pour vrai, les beats, c'était impossible, là. C'était dur. Mais dans notre temps, on allait aussi voir les mêmes, on allait voir Ray Ray. Yeah, Ray Ray, c'est ça, Stratège m'a présenté Ray Ray. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai fait mon premier démo au jour le jour. Ouais. Lui, c'était un des premiers à notre époque qui était un peu le DJ Premier ou bien le Ray Ray, c'était le top. Shout out à Ray Ray. Shout out to Ray Ray. Puis avant ça, encore DJ Choice. Puis ça a donné naissance à des Rough Sound avec qui on a commencé. Rough Sound, en plus, c'est incroyable parce qu'il fait vraiment le pont aussi entre deux générations. C'est un vrai OG de. Ouais, mais donc voilà, il y avait ça. Il faut qu'on trouve la source. Et en gros, il n'y avait pas non plus beaucoup d'opportunités. Donc dès que tu entendais un blast, tu dis, moi, je vais aller frapper à cette porte-là parce que là-bas que ça se joue. Bro, le premier démo qu'on a emmené à la radio, c'était un Casio, là. On a fait un beat avec un jouet Fisher-Price. On a dit, OK, on plug des écouteurs et puis on fait quelque chose. On l'a remis en radio. On voulait c'était le seul moyen que vous avez d'avoir un morceau. Dis moi maintenant on l'a, faut le faire écouter, quoi. Écoute, bro, le retour était fou, puis on s'est dit on peut pas continuer comme ça. Faut trouver un beatmaker. Mais c'est là où je pense que le rap aussi a eu un impact, parce que du coup il y a toute une génération de producteurs de Lille qui est donc de Montréal, mais en fait elle a été influencée parce qu'en fait la manière de faire des prods aujourd'hui, et quand on pense par exemple à des profils comme Keitra, ce genre de personnes qui sont maintenant plus orientées vers la musique électronique, mais leur culture vient d'une culture rap de Montréal, et ils ont commencé à faire des prods de rap, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de tout doit être rappable en fait, et ça on sent quand même que même la musique la plus pertinente, la plus poussée, la plus électronique qui existe, elle vient d'une culture rap de cette île, et je pense que c'est très intéressant. Absolument. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec les beatmakers comme ça, c'est que tu vois, tout le monde trouve son intérêt. Tu vois, si tu vas à Outre-mer, tu vas n'importe où, dans n'importe quel marché où le hip-hop est en vie, les artistes cherchent des prods, les artistes ont besoin de prods. Donc c'est pas comme nous, en tant que rappeurs, on vient et on se dit c'est quoi l'échange? Tu vois, souvent c'est comme ça. Moi, quand j'ai eu la chance de collaborer avec des artistes, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est toujours un rapport humain. Il fallait que je sois sur le terrain, puis qu'on se rencontre, et puis qu'ils se disent, OK, lui, c'est comme nous. Mais sinon, pour le beatmaker, il envoie, on aime ça, on aime ce son-là, let's go. Donc le voyage, l'échange se fait plus facilement. Et de là, ces gars-là, des gars passionnés encore comme des Choice, comme des Ray Ray, comme des Rough Sound, comme des High Class of Fight, comme des K-Trap, ils ont réussi à faire leur bout de chemin de cette manière-là. Est-ce qu'il y a une mobilité aussi des beatmakers de cette génération-là pour aller travailler aussi dans d'autres secteurs de la musique, quoi? Je pense à, par exemple, je crois que Chroméo aussi, c'est un ancien beatmaker de hip-hop, de rap québécois. Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres exemples de gens formés à l'école de beatmaking rapologique? Le boy de Chroméo, il y avait Dave One. Il y avait une émission de hip-hop, c'était du pur hip-hop, pur et dur. A-Track. Il y avait A-Track aussi, son frère, mais oui, après, il y a plein d'artistes qui ont été faire du jeu vidéo. Oui, c'est vrai que c'est une ville très importante du jeu vidéo aussi. Oui, il y a Ubi. Avec Ubisoft et tout. Il y a plein d'artistes qui ont été faire plein de trucs, plein de beatmakers qui ont été faire. Mais du coup, il y a aussi une grande, comme c'est une ville, parce qu'en fait Montréal est une ville
incroyablement musical. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc des producteurs ici qui ont une curiosité exacerbée. C'est-à-dire que de la même manière qu'on parle de la langue et on entend plein de trucs parler différemment, il y a aussi partout, tu as des lieux différents de musique et que c'est quand même une ville qui accueille vraiment les artistes en fait. C'est une ville qui est presque pensée par des artistes. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une ouverture d'esprit des producteurs ici qui vont plus loin, qui essayent d'innover, d'aller chercher des sonorités différentes. Et ça s'entend, je trouve, dans le rap notamment. Ouais, on a tellement été seuls pendant longtemps qu'on est ouvert sur le monde. N'importe qui vient de la culture, qui s'intéresse à la culture, c'est famille tout de suite. Tu sais, comme t'es la famille, là, frère, tu viens. Une fois que tu connectes à Montréal, tu es connecté à jamais. C'est connecté à jamais parce on sait c'est quoi se faire ignorer par non seulement notre industrie, mais la planète, de vivre entre nous d'un point de vue démographique. On est tellement petit, géopolitique aussi, on est tellement petit que on sait c'est quoi. Puis d'être ouvert sur le monde vient de ce truc-là. De dire, écoute, non, c'est nous parce que on ouvre les portes. On va pas rester dans cette prison-là. Une fois que les portes sont ouvertes, on est ouvert sur le monde au complet. Tous ceux qui sont comme nous, qui parlent comme nous. Alors, un poste, est-ce que tu es OK de rester encore un petit peu avec nous ? Je suis là. Parce qu'on a la chance infinie d'avoir aussi Steve Jolin que je vois qui nous attend et avec qui on va pouvoir parler notamment de toute la discographie de 7e ciel, qui est aussi un des noms extrêmement importants et essentiels de cette musique-là. SP, je voulais juste te remercier infiniment du fond de mon cœur. Vraiment d'être venu, de nous honorer de ta présence, c'est incroyable. Vraiment intéressant. Merci pour le legacy, merci pour l'héritage, merci de faire en sorte justement que c'est vraiment, encore une fois, c'est grâce à tes traces discographiques que des gens comme nous qui habitons à des milliers de kilomètres ont envie de venir écouter la musique ici. Donc vraiment bravo, c'est une discographie exceptionnelle. Merci infiniment SP et bravo pour tout ce que tu as fait. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup Steve, merci infiniment d'être là, c'était un vrai honneur et je te remercie de prendre le temps dans ton agenda que j'imagine extrêmement chargé. Merci de l'invitation, très cool, puis merci encore une fois de vous intéresser à ce qu'on fait. En fait c'est justement quand on commence à s'intéresser très rapidement, ton nom arrive dans l'histoire de cette musique ici, parce que c'est t'as réussi à rassembler un incroyable roster de rappeurs, tous plus forts les uns que les autres, sous le nom de 7e ciel, qui est donc ton aventure personnelle, mais qui est devenue une aventure incroyablement collective au fur et à mesure des années. Je suis encore retombé récemment je voyais des posts Instagram avec des line-up absolument légendaires qui justement célébraient l'histoire de ce label, et quand on voit justement tous les noms qui s'accumulent les uns après les autres, on se dit quelqu'un qui a été vraiment au cœur de cette musique, c'est toi. Et justement, je voudrais revenir sur ce truc un peu essentiel qu'on évoquait. On commençait à parler justement des années 2000, de la musique et de ceux qui ont été tellement passionnés qu'ils se sont acharnés. Et j'ai l'impression que ton histoire, c'est l'histoire d'un passionné, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit il est hors de question que je baisse les bras, j'aime trop cette merde pour pas continuer à en faire et trouver tous les moyens possibles et imaginables pour en faire. Est-ce que c'est un peu ça justement l'origine de 7e ciel? Est-ce que c'est comme ça que tu définirais ton aventure? En fait c'est en plein ça. C'est vraiment tout partait d'une passion la même passion qu'M-Post. J'écoutais SP. On a tous à peu près le même âge, puis on a tous commencé à peu près dans les mêmes temps. La différence, c'est que moi, j'étais à Rouyn-Noranda, qui est à peu près à 7 heures au nord d'ici. Donc, on le sait, c'était déjà difficile pour les artistes de Montréal d'avoir des prods, d'aller en studio, d'être organisé. Imagine à Rouyn-Noranda, à 7 heures dans le bois, c'est encore plus difficile. Donc, il a fallu que je m'organise, que je structure, que je vienne à Montréal plusieurs fois pour essayer d'établir un réseau de contacts. Encore là, c'était la passion. C'est vraiment la passion qui m'a poussé. Et j'ai réussi à faire un petit démo. J'ai été voir les principales maisons de disques qui faisaient du rap, mais pas que. Et il n'y avait pas d'intérêt. Donc, on savait, il y avait eu, pour la petite histoire, puis je pense que vous le savez déjà, mais il y avait eu déjà une montée fulgurante avec le Dogmatic à la fin des années 90. T'avais Mosaïen, t'avais Sans Pression, qui commençait Rain Man, qui a un beau succès. Mais c'était encore très difficile. Les portes étaient très fermées là, pour l'industrie musicale au niveau du hip-hop. Donc, il a fallu que je parte de la structure pour sortir mon premier album. Et c'est vraiment comme ça que l'aventure a commencé. Là,
Après, évidemment, il a fallu structurer tout le reste parce que c'est la meilleure école. Hein. Mais du coup, pour imaginer un peu le lifestyle de l'époque, c'est globalement, tu passes ta vie dans une voiture, quoi, en fait. C'est que dès qu'il y a une opportunité de venir à Montréal et que ça vaut le coup, tu montes dans la voiture, tu rides les 7 heures de route que ça implique. Absolument. Et tu repars après. Ouais, donc c'est quand même, c'est assez significatif de la détermination, quand même. Ouais, je pense que vu comme ça. les années de vie perdues. C'est fou, hein, pareil. Ouais, non, c'est vrai. Je suis en train de me dire que peut-être j'aurais dû déménager avant, mais tu vois, j'ai encore ma maison à Rwanda. Oui, puis il y a un festival, il y a justement, t'as même augmenté la vie culturelle musicale de l'endroit où t'as grandi, ce qui est quand même le signe des plus grands. On en parlait, c'est comment est-ce que tu ramènes aussi là où t'as grandi la culture, et c'est le choix que t'as fait. Mais c'est vrai qu'au début, ça impliquait du coup pas mal de kilomètres. Ouais, puis tu sais, ça faisait partie aussi du processus. En fait, je me disais, bon, oui, toute la scène hip-hop est plus à Montréal. Pourquoi j'amène pas la scène hip-hop à Rouen pour développer cette scène-là? Donc, c'était d'inviter tous les plus gros artistes du moment. Je les invitais, je produisais des spectacles et je développais la scène. Et d'ailleurs, le premier spectacle que j'ai fait, mis à part mon propre lancement, c'était Mozarian avec Impost à Rwanda. Incroyable. Et on avait appelé ça à l'époque les HHD. Ça, c'était hip-hop dépendant. Et j'en ai produit 35, je pense. Donc le HHD1, c'était Mozarian. Incroyable. Et ça avait tellement, les gars avaient tellement foutu le bordel qu'on les a ramenés au HHD5. Je sais pas si je me rappelle très, très bien. Petite anecdote aussi. Lui, c'était... Dès qu'on l'a rencontré, on savait que c'était un vrai. Où il s'est rendu tout de suite. Parce qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs producteurs de spectacles, diffuseurs, etc., qui avaient beaucoup de misère. Puis, quand je te dis de la misère, c'est atroce ce qu'ils proposaient. Tu sais, on donne des bières, puis il vient faire un spectacle. On était à cette époque-là. Ouais. Et puis, à cause de ça, souvent, ça pouvait pas se faire. Donc, essayer de faire des affaires autour de la culture, c'était difficile. Lui, c'est le premier qui avait l'entrepreneurship, que ces trucs étaient bien structurés. Quand on arrivait là, c'était salle pleine. On avait l'impression de jouer pour Rwanda au complet. Puis, dès qu'on arrivait, tout le monde nous accueillait comme... on pensait qu'on était Michael Jackson, vraiment. C'était big tout de suite. Et puis c'était toujours carré, c'était bien fait. Donc, tout de suite, avec son talent, on savait qu'il allait se rendre où il s'est rendu. Mais moi, ce qui est particulièrement intéressant dans ce que tu racontes là, c'est en fait moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme quelqu'un qui s'est entraîné, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, corrige-moi si je dis des bêtises, mais du coup, quand tu commences, toi, à travailler, on est vraiment dans l'effondrement du disque. C'est le début en gros, du piratage globalement. Et donc, il y a un abandon de la part des majors de manière générale. Et donc, du coup, en fait, ceux qui s'obstinent à continuer à faire des choses, ces gens qui sont motivés par la passion, mais surtout t'apprends en faisant. Et en fait, du coup, quand il y a eu ce deuxième essor et notamment une nouvelle génération d'artistes qui est arrivée et que t'as repéré, en fait t'étais déjà prêt. C'est-à-dire que là, pour le coup, t'étais le seul qui comprenait qu'il y avait un succès potentiel, mais surtout t'avais la structure qui était adéquate pour les pousser. Et ça, je pense que c'est en fait peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire que les heures un peu plus difficiles et les heures de struggle que t'as menées en disant je vais être avec mon tableau Excel, monter mes shows, etc., c'est devenu quelque chose qui en fait a fait que tout a roulé de manière exceptionnelle dans la foulée. Est-ce que c'était ce moment un peu de laboratoire, il m'avait l'air essentiel en fait, en vrai. Absolument. Puis j'ai fait mes dents sur ma propre carrière. Donc j'ai vraiment tout fait quand j'ai commencé. Donc que ce soit les relations de presse, mon premier album là, j'ai vraiment tout fait. Mis à part la musique en tant que telle, mais tu sais j'appelais pour les critiques. Je bookais mes shows. Je faisais tout. Ça m'a appris ça m'a appris à connaître le métier. En fait. Quand tu vois que maintenant Universal il crée des bureaux qui s'appellent à 360 degrés, on a une idée géniale, on va tout faire. Non, ça s'est fait back off the trunk. Exact. C'est ça. Mais tu vois, mais ça a été une superbe école pour moi. Puis et tu l'as dit, quand est venu le temps. Parce que moi, quand j'ai créé la compagnie, ça n'a jamais été dans le but de devenir le plus gros label de rap francophone. Ça n'a jamais été l'objectif ultime. C'est venu vraiment parce que, j'avais fait les trucs, j'avais déjà sorti 2 albums, j'avais une structure maintenant. Et j'ai rencontré un autre artiste qui s'appelait Samian à l'époque et j'ai voulu contribuer à son succès, qui est un artiste autochtone qui arrivait avec une proposition très forte.
Et j'ai dit, bon, écoute, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai monté quelque chose. Et si je peux te faire bénéficier mes contacts, ben allons-y. Puis ça commence comme ça. Puis ensuite, il y a eu Corias. Salutations, c'est Corias, live des bas-fonds autour de ma tête. Il y a de la neige, un désert de flocons. Mais je rentre mon crâne dans mon capuchon, puis je charre le cordon. Je plains les puritains qui mènent un lifestyle de mormons, comme celles qui prennent le gage de leur collège pour une paire de tocs. Ensuite, il y a eu Dramatique qui était avec Mosaïen aussi. Donc, petit à petit, c'était comme ça, Manu Militari. Et donc, c'est arrivé très naturellement, les signatures. Et... Ouais, mais les noms que tu cites, tu vois, Manu Militari, Corias, c'est quand même des gens dont l'audience a été colossale. C'est-à-dire que c'est... Et encore. Ouais, bien sûr. Mais c'est-à-dire que ce qu'on parle de Corias, moi, je veux, ce qui est intéressant, c'est que je vois il est toujours là, évidemment, mais c'est justement, c'est fou, la longévité, le legacy de cette carrière-là. C'est-à-dire qu'on commençait à installer des gens dont la perspective de vie se jouait pas à 1 an ou 2 ans devant eux. C'est-à-dire que le plan commençait à être un peu genre stratégique sur un certain nombre d'années, ce qui change tout, en fait. Et puis c'était des très jeunes artistes à l'époque. Même moi, j'ai déjà été jeune. C'était des très jeunes artistes. On parle de début vingtaine. Corias avait quoi, 20... On a sorti son premier projet, il devait avoir 24 ans. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on parle de longévité. La chanson numéro 1 en radio partout au Québec, c'est une chanson de Corias aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on est rendu à 20 ans plus tard, à peu près. Mm-hmm. Donc, juste pour dire qu'il y a certains artistes qui, avec le talent, ont réussi à traverser le temps, si on veut. Et ça, je trouve que c'est fantastique aujourd'hui de pouvoir dire, OK, il y a une réelle carrière qui est possible dans le hip-hop. Ce que nous, à l'époque, on pouvait même pas imaginer. On faisait ça par passion. On savait même pas ce qui était pour se passer dans 2-3 ans. Et aujourd'hui, on regarde ça, on dit, OK, il y a vraiment une carrière, il y a du fric, mais encore là, c'est des gens qui sont encore passionnés aussi aujourd'hui. Mais c'est grâce quand même, faut le souligner, à la structure, le professionnalisme que tu as mis derrière les artistes qui ont fait en sorte qu'on s'est rendu là aussi. Faut que tu prennes ton crédit, mon frère. Parce que pour eux, ils regardaient ça tout take simplement. Your flowers. Ouais, take your flowers, parce qu'ils regardaient le marché américain puis ils se disaient c'est impossible que la culture québécoise ressemble à Snoop Dogg puis que ça ressemble à, tu vois. C'était vraiment ça, mais avec le professionnalisme, l'offre et la demande, mais la structure, le professionnalisme, les équipes qui travaillent. Quand on parle de Steve, quand on parle de Carlos avec Joyride, puis on parle de 7e Ciel, c'est des gars qui travaillent 24/7 non-stop pour s'assurer que les choses soient bien faites. Donc, c'est à cause de ça que les artistes... Tu retires toute cette structure-là derrière ces artistes-là, ça serait pas pareil. Il y a une question aussi de la représentativité aussi du rap québécois qui se fait en dehors de Montréal aussi, que tu as apporté. Alors, je sais pas si c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, en fait, avant que tu arrives en mode... une personne qui vient pas de Montréal, en fait, et puis qui arrive avec un rap québécois quand même, en fait, est-ce que ça a débloqué des choses aussi à ce niveau-là? En fait, oui. Puis, tu sais, il y en a toujours eu. Il y en a toujours des rappeurs qui viennent des régions. On les connaît pas, souvent. Puis, il y en a quelques-uns de Trois-Rivières qui ont réussi à faire du bruit. Beaucoup de la ville de Québec. Mais de loin, il y en a pas eu tant que ça. Puis moi, je suis arrivé un petit peu à sortir un album qui arrivait, un gars de Rouyn-Noranda. Ça, c'était un peu comme la première fois, si on veut, que quelqu'un arrivait, s'affichait, disait, je viens de Rouyn-Noranda et je me présente à la scène hip-hop montréalaise et à la scène québécoise. Donc oui, je crois que ça a permis de croire que c'était possible. Mais c'est... il reste que ça vient qu'un paquet de défis. Là, on l'a dit, là, j'ai passé beaucoup de temps dans mon auto. Mais écoute, moi j'aimais ça parce qu'à l'époque, tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai vécu la transition parce que quand j'ai parti le label, on était encore sur des CD. Et ensuite, on a transigé tranquillement vers les plateformes. Mais moi, je calculais mes heures de voiture en nombre de CD que je pouvais écouter. Et j'étais un grand collectionneur de CD à l'époque.
Donc, je savais que j'avais à peu près 7 CD. Je choisissais judicieusement. Bon, aujourd'hui, j'écoute ça, j'écoute mon Spice One. Pas une seconde de perdu. Ouais, tu curatais tes trajets. Et voilà. C'est un peu comme ça qu'on orchestre nos signatures aussi. On essaie de voir un peu qu'est-ce qui se fait pour essayer de pas trop se rentrer dedans aussi en tant qu'artiste. Bon, il y a différentes générations, mais il y a aussi des styles un peu différents. Tu vas avoir un Fouki qui va avoir un hip-hop un peu plus pop dans le son. Seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie, hein. T'es ma copilote comme Letty, hein. Baby, je suis place sur Waze. Prends dans le volant. Tu vas avoir un Soulja qui est vraiment plus cru, street, très vrai, authentique dans ce qu'il a vécu. Je n'avais rien dans la cervelle. J'ai trouvé des gens, des frères comme moi. Je me reposerai une fois mort enterré. Je raconte mon vécu sur le mic. Que du sale et ils le savent. Petit, je n'ai que des blessures de taille. Le mode de vie me suit où que j'aille. Je leur ferai lécher le sang sur le sabre. T'sais, après, tu as un Corias qui est un autre truc, très, très technique. Donc, je trouve ça bien. Puis là, tu vois, un de nos derniers, Greenwoods, qui lui est dans un vibe vraiment un peu plus emo rap, Kid Leroy. C'est quelque chose qui se faisait pas ici ou pratiquement pas. Donc, on est dans un nouveau truc aussi. Donc, je trouve ça bien de pouvoir explorer tout ce qui se fait, en fait. Pour ce qui est du travail aussi du label, de faire connaître des artistes, les années 2000, c'est un moment aussi où Internet prend de plus en plus de place dans la manière dont la musique circule et donc comment est-ce qu'on en parle. Est-ce qu'il y a un moment aussi où vous vous dites, est-ce qu'il y a des projets où tu vois que Internet c'est devenu une composante intégrale en fait de comment on le diffuse, de comment on en parle au cours des années 2000. Enfin, il y a un moment où il y a un déclic qui se passe à ce niveau-là. Ben, écoute, oui, il y en a eu. Puis, tu sais, nous, on a eu, je sais pas si vous en avez déjà parlé, mais à l'époque, il y avait les forums qui étaient très, très populaires. Ici. Alors, on n'a pas assez parlé, donc on est très intéressé à l'idée d'en parler. Puis, on parle de HHQC, on parle de Hip Hop Franco. C'était deux sites un peu underground qui n'étaient pas des vrais grands médias locaux. Okay. Deux compétiteurs, mais comme les grands médias s'intéressaient très peu au rap, ben il y a une communauté qui s'est un peu formée sur ces forums-là et tout le monde y allait un petit peu, même si tu participais pas comme participant, comme... il y a des lurkers, quoi, des gens qui regardent, quoi. Puis on allait voir, puis t'avais toujours une bonne idée de ce qui se faisait, parce que la promotion de tout ce qui se faisait beaucoup là-dessus. Puis bon, c'était avant Facebook et tout ça, donc tu sais, tous les commentaires, tout se faisait sur les forums, les discussions. C'était quand même intéressant, puis c'est là qu'on voyait, bon, justement, avec Corias avait participé au battle, je pense que ça s'appelait Marche à la mort. À l'époque, c'était un battle qui se faisait sur le forum. Okay. Puis c'était, t'envoyais tes tracks avec le texte, puis Corias a très, très bien fait un battle là, Word Up et un peu partout. Et là, ça faisait en sorte que les sons, ils commençaient à se propager. Okay. Et là, c'est là qu'on a vu que Internet devenait super important. Moi, je me souviens d'une fois, petite anecdote, justement, Corias avait sorti 2 titres sur Hip Hop Franco. Et moi, j'étais à Rouen, je m'en vais à la plage avec des boys. Il y a quelqu'un qui est avec son système de son, puis c'est du Corias qui joue à l'époque. On est début 2000. Puis ça avait voyagé à cause d'Internet. D'ailleurs, Corias, la petite histoire, c'est l'artiste ici qui a eu le premier vrai buzz viral Internet. Donc, ça a été vraiment, je te dirais, une révélation pour nous de dire, OK, c'est là que ça va se passer à partir de maintenant. Je trouve ça intéressant, ce point-là, parce que c'est fou de voir comment ça a changé. Hein. Genre, si tu penses dans les années, la commercialisation des œuvres, back in the days, on parle des années 60, Motown, ils vont te dire, OK, on parle d'une Cadillac et puis une femme à la plage. Et puis on fait un vinyle et puis on sort ça. Puis t'avances, 70, 80, c'est encore un peu ça, l'arrivée de la technologie et tout. 90, c'est un peu le même truc, mais c'est physique, on parle des CD et tout ça. Et là, l'arrivée de l'Internet, 2000 et tout, tu peux soit aujourd'hui, puis on fast forward jusqu'à aujourd'hui, on en parle souvent, moi et Steve, il y a 120 000 chansons qui sortent par jour. Puis si tu regardes les top
les artistes sur les charts, ils ont tous des mises en marché différentes, avec des genres différents et tout. Donc, la formule des années 60, quand on commençait à commercialiser, il n'y a plus de formule. Non. Donc, d'avoir un artiste qui réussit, après, tu as le choix. Tu peux soit dire, la technologie, l'Internet, ou tu peux dire, OK, on va s'adapter, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Ce qu'il a réussi à bien faire avec ses artistes. Donc, quand il dit que Corias est le premier à avoir été viral, c'est que, justement, il a su s'adapter de cette manière-là. Donc, comme on parlait hors honte, il faut respecter l'évolution. Bien sûr. Il faut faire avec et puis il faut essayer de trouver des manières. Mais à la fin, pour les créateurs, il faut créer. Oui, et puis ça a même eu un impact sur la manière même de faire de la musique. Tu vois, on en rigolait aussi, mais on écoute des morceaux. Les formats aujourd'hui, tu vois, les formats en fait des possis de rap keb de l'époque. En gros, chacun vient et chacun a son 16 mesures ou son 32 et on boum et on remet un refrain. Et après, sur l'air aujourd'hui d'un Spotify où les gens ils écoutent en moyenne 45 secondes d'un morceau, bah en fait il y a plus de 4e couplet, il y a pas de 3e couplet. C'est qu'il faut en faire 2. Faut que tu aies un pré-refrain, faut que tu aies le bon hook. Et d'ailleurs, tu commences par ton refrain. C'est ça. En fait, ça a tout changé. Ça a eu un impact complètement dingue. Et en fait, et en même temps, c'est aussi là où on voit ces espèces de. Il y a aussi un truc que ça amène pour moi, c'est on a laissé tomber ces barrières. Ce que j'ai vu fondamentalement à la fin des années 2000 et 2010 dans le rap keb, c'est aussi des mains qui ont été tendues entre justement ces fameuses scènes qui ont été replantées qui est différente, c'est-à-dire des gens qui sont allés fitter avec des gens où avant ça se regardait un peu en chien de faïence de genre nous on fait pas le même rap, on vient d'un autre endroit, on vient d'un autre quartier de la ville, on n'a pas la même histoire machin. Et en fait c'est là où je trouve que le rap keb atteint une forme de maturité, c'est que la diversité de cette musique là sont des gens maintenant qui se regardent et qui se disent mais on a des trucs à s'apprendre. Quand je les vois, tu vois, justement quand on parle des line-up que vous avez fait avec 7ème Ciel, réunir ces gens là sur scène avec des gens qui se croisent, qui se disent je vais faire un morceau, je vais faire un couplet sur tel ou tel morceau. Ça pour moi c'est une des plus belles victoires que tu as accomplies, c'est qu'en fait les gens qui aiment cette musique et qui la font de manière indépendante, elles s'en foutent en fait maintenant d'espèces de trucs d'identité un peu qui paraît un peu daté en fait aujourd'hui. Mais pour revenir à Steve, il était assumé lui déjà dans son œuvre à lui quand il a dit je viens du neighborhood, je viens des bois, je suis l'homme des bois, puis je viens de la BTB, puis je viens de la forêt. Qu'est-ce qu'il y a, je fais du hip-hop. Nous on connecte après. Moi je viens de Saint-Michel, le quartier où est-ce que tout ce qu'ils entendent c'est qu'il y a des meurtres à chaque 2 jours. Puis on connecte. Juste la création puis les collaborations comme ça, c'était des prises de position aussi. Quand les gens ont vu que c'est pas un truc on n'était pas codés, on n'était que des gens qui se retrouvent dans une culture, puis que c'est nous, en fait. Et puis, humainement, on connecte, let's go, on fait de la musique. Donc, ça a ouvert beaucoup, je pense, collectivement, l'esprit des gens sur ce point-là. Et c'est ça. Et en fait, ça devient de l'érudition du public. Et c'est là où je trouve que, justement, le travail qui est fait, et c'est là où il y a eu... C'est-à-dire je pense qu'il y a une dominante, en fait, David, depuis le début de cette émission, qu'on ressent, c'est qu'il y a eu des manquements très forts de la part des médias. Ici... où vraiment on ressent de la part des artistes, on ressent de la part des gens du média en mode on n'a pas été représenté. Par contre, le travail qui a été fait justement par toutes ces structures indépendantes, elle a permis d'éduquer un public. Et que je trouve que quand on parle et justement la question des forums, c'est pour ça qu'elle m'intéresse, mais quand on voit aujourd'hui la qualité d'une presse indépendante québécoise qui commence à parler de musique, elle en parle avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et je pense que ça devient un game changer essentiel. C'est que nous on l'a ressenti beaucoup en France pour la première fois quand t'es interviewé et que t'es rappeur et que la personne qui te pose des questions a l'air un tout petit peu de connaître son sujet avant de te poser une question, on transmet le savoir beaucoup mieux. Et en fait il y a les rappeurs qui s'autorisent à parler davantage et on est un truc de genre je me sens pas piégé. Et je pense qu'on est aussi, je sais pas à quel point c'est déjà avancé, mais j'ai l'impression qu'on a opéré cette bascule dans le rap québécois. C'est nouveau, ça fait pas longtemps que les gens savent de quoi ils parlent, puis encore on se bat contre ça, combien de fois on va faire des entrevues, mais c'est juste parce que c'est dans le planning de la journée d'aller faire une entrevue, puis les gens ont même pas pris le temps d'écouter le morceau ou l'album ou peu importe. Après, justement, on a la chance, il commence à avoir des podcasts, des gens qui sont de la culture et qui contribuent. Et là, ça devient une toute autre histoire. Ça devient beaucoup plus intéressant. Mais tu parles d'éducation au niveau du public, oui, mais il y a eu beaucoup d'éducation au niveau de l'industrie aussi. Parce que c'était difficile de rentrer. Moi, je me rappelle que quand c'était des festivals, du rap, il fallait les diffuseurs, c'était difficile de rentrer dans les salles, les festivals, c'était difficile, justement les télés, tout ce qui était, ça faisait peur aux gens, puis aujourd'hui,
les plus grosses vedettes québécoises, c'est des rappeurs. Donc, Mais c'est ce que justement disait Carlos en disant demandez à Steve, mais vous allez voir qu'il y a un truc qui a changé dans le rapport qu'il a avec aujourd'hui les programmateurs, etc. C'est qu'aujourd'hui il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'en fait Internet permet de comptabiliser. Exact. Donc quand tu arrives et que tu montres les digits de quelqu'un, tout d'un coup la parole change, on commence à être un peu plus poli, on enlève le chapeau quand on dit bonjour. Tu vois, il y a un truc, et ça en fait tout a été fait pour museler en fait ces artistes-là en disant on n'a pas envie de vous voir, on n'a pas envie de cette représentation. Le problème c'est que Internet a permis de dire mais en fait on est tellement plus gros que ce que vous imaginez vous êtes obligés de nous ouvrir les portes parce qu'en fait c'est nous qui allons ramener quelque chose. Après on a un devoir aussi de professionnalisme, puis ça c'est important. Après ces gens-là ils ont toujours travaillé d'une certaine façon avec une certaine catégorie d'artistes et nous on arrive, déjà les portes étaient pas ouverte. Donc, quand la porte s'ouvre, il faut aussi que tu démontres que, on est là, que les choses vont bien se passer, qu'on va pas foutre le bordel. Il y a toute une réputation qui était aussi à changer, qui vient avec le rap et avec la terreur que le rap se met. Et ça, je le dis souvent à tous les artistes quand vous avez un travail, soyez reconnaissants, les gens sont là, faites les choses pour être invités, parce que ici on fait le tour vite au Québec. Et si tu veux avoir une carrière, un Corias ou un Soulja, que ça fait 15-20 ans qu'ils tournent, ben c'est des gars qui, après chaque show, ils vont remercier tout le monde, puis sont reconnaissants de la chance qu'ils ont de tourner partout. Tu te rends compte qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'on en parlait, tu vois, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de genre, on a invité en plateau et on nous parle d'autre chose que notre musique, mais en fait, ce que tu dis là dit tellement de ce que ça représente c'est qu'en fait, quand tu es rappeur aujourd'hui au Québec, t'as tout le poids du hip-hop sur tes épaules. C'est-à-dire qu'on te demande encore d'être responsable pour le mouvement lui-même, parce qu'un faux pas d'un rappeur pourrait pénaliser l'ensemble du mouvement. Ouais. Et ça, c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que tous les artistes ont un devoir de responsabilité par rapport à la culture dont ils viennent. Ce qui est quand même dingue. C'est dingue, puis en même temps, c'est une grosse responsabilité. Et c'est pas une responsabilité qu'on veut nécessairement porter. Bah ouais. Mais tu peux avoir le droit d'avoir le punk de service et qui dit j'en ai rien à foutre. Ça peut être aussi quelque chose. Ouais, exact, tu peux, mais... Vous n'êtes pas conseillé, évidemment. Le problème ici, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis où t'as une multitude de salles et la population est tellement grosse que les gens, on les recroise. Donc, après, ça dépend de tous tes objectifs de carrière. Puis, mais, ouais, effectivement, il y a une responsabilité. Parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais c'est quand même le bilan de c'est qu'en fait, quand on parle de responsabilité, en fait, moi, c'est ça que je trouve incroyable avec toutes les conversations qu'on a depuis 2 jours ici, c'est la conscience des acteurs de ce milieu, de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent continuer à faire. Et il y a vraiment ce que je vois avec la scène québécoise de manière générale, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été réussi, c'est que les victoires sont collectives. Et qu'en fait, dès que quelqu'un réussit, on gagne tous d'une certaine manière. Absolument. Et ce qui est quand même, je pense, potentiellement un des modèles qu'il faudrait parce qu'on peut aussi parler de l'exportation et tu vois, de ce que ça veut dire aussi le rayonnement du Québec à l'international. Je pense que c'est une des scènes les plus intéressantes à exporter de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'ai rarement vu dans pas mal de documentaires, tous les trucs qu'on peut lire, etc., cette capacité à se dire on y va ensemble, en fait. Et je trouve que c'est un des plus beaux, tu vois, c'est un des plus beaux trucs que défense, le fait de venir d'ici, quoi. Ouais, puis on est compétiteur parce que ça tire tout le monde vers le haut aussi. Ça fait partie du rap, mais quand un Loud fait l'Olympia ou que Loud a fait son premier Centre Bell ou que tout le monde est heureux. Tu vois, on a l'impression que tout le monde gagne, en fait. Puis ça, on se le dit beaucoup. Un poste qui est mon bro depuis toujours. On n'est pas sur le même label, mais... On célèbre les sorties ensemble. Exact.